Monseigneur, Messieurs les ecclésiastiques, chers amis, je prends la suite de Laurent Blanchard et j'interviens dans ce colloque d'ailleurs à son invitation et à sa suggestion de vous présenter une sorte de parcours sur les églises de Vendée telles que je les ai vues, telles que je les conçois. Effectivement, c'est un parcours qui ne sera pas un exposé scientifique qui risquerait d'être ennuyeux, mais une sorte de survol dans le temps et dans l'espace. Les églises de Vendée m'apparaissant, et je voudrais essayer de vous le montrer, comme une sorte de collier de perles, qui commence relativement tôt, dès les années du premier XIe siècle, avec la crypte de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, qui présente une architecture que les historiens de l'art ont quelquefois hésité à dater à une époque précoce, découverte par les fouilles de 1846. Pour ma part, quand on compare les chapiteaux de cette crypte avec ceux de la crypte Saint-Germain d'Auxerre, plus ancienne d'un siècle et demi, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'une dernière manifestation de l'imitation du chapiteau antique dans la crypte de Fontenay-le-Comte, auquel il manque peut-être tout simplement son relief, à moins qu'il n'ait été à l'époque exécuté par un décor peint en trompe-l'œil. Par contre, l'église de Brême-sur-Mer, elle, est datée, elle est attestée dès 1020. Elle est contemporaine des grands chantiers de la Loire, notamment le chantier de la construction de la grande abbaye de Fleury-sur-Loire par Gozlin, notamment avec ce décor de métope taillé en taille de réserve, qui, à Brême-sur-Mer, sont toujours en place, alors que les métopes analogues que l'on peut voir sur la tour de Gozlin à Fleury sont en fait probablement des remplois d'un édifice antérieur. Ce XIe siècle, en Vendée, sur cette marge du Poitou, c'est comme partout dans la Francie occidentale, le grand siècle des moines bénédictins qui maillent le territoire et qui parachèvent en quelque sorte la christianisation de ces contrées encore proches de la barbarie. C'est le siècle du blanc manteau, le fameux blanc manteau d'église, selon la fameuse formule du moine Raoul Le Glabre. On sait que les grandes abbayes bénédictines ont essaimé un peu partout en Europe, mais il nous en reste bien peu qui soient vraiment encore en bon état. Souvent, ce sont des cryptes, comme celle de Saint-Victor de Marseille, comme celle de Saint-Germain d'Auxerre, ou celle de Saint-Bénigne de Dijon, celle de Saint-Martial de Limoges, qui n'est plus qu'une substruction archéologique. Il reste Jumièges en Normandie, qui est à peu près complète, mais à ciel ouvert, et puis Maizet, qui a quand même encore de beaux restes. Le XIe siècle des moines, c'est aussi en Vendée l'abbaye, à la fin du XIe siècle, au tournant du XIIe, l'abbaye de Saint-Vincent de Nieul-sur-Lotis, fondée en 1095 par le seigneur local, Hérault Gassedenier, qui nous présente le seul cloître et la seule abbaye presque complète, il lui manque que son réfectoire, construite donc entre 1095 et 1100-1110 environ, qui nous présente également une sorte d'unicum, car la plupart des abbayes, des cloîtres de ce sud-ouest emploient généralement un modèle aquitain, des galeries ouvertes sur le préau par une succession d'arcades posées sur de fines colonnettes, alors qu'ici, nous avons un cloître très massif, voûté, qui annonce peut-être en fait plutôt ce que les moines cisterciens construiront à l'abbaye de Fontenay quelques dizaines d'années plus tard. Cet unicum conclut et introduit le siècle suivant, qui sera le XIIe, qui sera le siècle du beau roman poitevin, favorisé notamment dans le sud de notre province par des matériaux faciles à extraire, faciles à tailler, faciles à sculpter, et en plus par rapport à leur cousin du Val-de-Loire, le tuffeau, davantage résistant à l'humidité et aux agressions des intempéries. Ce beau roman poitevin, illustré notamment par cette architecture des façades, par cette tripartition poitevine, avec un portail central flanqué par deux arcades généralement aveugles, quelquefois subdivisées en deux arcades géminées, en mode majeur avec la façade de l'église de Maillet, de Notre-Dame de la Fonction,
et en mode mineur, la petite église Notre-Dame de Fontaine. J'avoue que pour moi, l'église de Fontaine représente, c'est un peu un coup de cœur, représente un peu ce qu'est la petite église romane de campagne. La deuxième moitié du XIIe siècle, encore au XIIe siècle, ce n'est pas que l'architecture, c'est aussi le décor sculpté. Le décor sculpté, je vous fais grâce de la trop fameuse façade du transept sud de l'église de Vouvant, qui est une sorte de salmigondis de citations de motifs ornementaux sans grande signification. Non, le vrai chef-d'œuvre, il est à Fousset, avec notamment cette descente de croix, tôt retenue par les historiens de l'art. C'est pas tout le monde qui peut avoir l'honneur d'avoir une citation, une vignette pleine page dans l'abécédaire d'archéologie d'Arcis de Caumont de 1868. Mais c'est aussi, là encore, un unicum. On sait que les artistes du Moyen-Âge signent peu leurs œuvres, ou du moins les signatures connues, repérées, se comptent sur les doigts d'une main ou de deux mains à la rigueur. La sculpture, le bas-relief, le haut-relief de Fousset, lui porte on connaît par exemple le célébrissime Gilbertus qui signe sur le tympan de la cathédrale d'Autun, mais qui connaît Giraud Audebert, originaire de Saint-Jean d'Angély, qui signe donc sur la façade de Fousset. La deuxième moitié du XIIe siècle, c'est la domination anglo-angevine. Effectivement, à partir de 1152, avec le remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenet, les modèles angevins s'imposent non seulement dans le Bas-Poitou, mais sur une bonne partie du sud-ouest aquitain jusqu'aux marges de l'Auvergne. Effectivement, cette influence se voit sur plusieurs églises de Vendée, particulièrement sur l'église de Longeville, où nous retrouvons une architecture, une élévation et un type de voûtement très très proche de celui de la deuxième cathédrale d'Angers, reconstruite sur les bases de l'ancienne dans les années 1140, avec cette élévation conçue sur la superposition de deux cubes, portée par une voûte très bombée, porté par des piliers composés par un réseau de fines colonnettes séparées par des dosserets d'égale largeur. Donc c'est ce modèle architectural qu'on va retrouver très souvent, et particulièrement sur une église extrêmement intéressante qui est l'église Notre-Dame des Anges de l'ancienne abbaye de chanoines réguliers d'Angles. Cette église romane a une nef de deux travées. La travée orientale est en quelque sorte une copie conforme de la nef de la cathédrale d'Angers, et la travée occidentale est une réplique du voûtement du transept de cette cathédrale d'Angers. Au XIIIe siècle, il ne se passe pas grand-chose, semble-t-il, sur le Bas-Poitou, en tout cas peu de choses qui soient dignes d'être signalées. Par contre, au XIVe siècle, va se produire le grand chambardement avec le démembrement du giga-diocèse de Poitiers par le pape Jean XXII, qui, avec la bulle Salvator Noster, signe le 13 août 1317 la partition du diocèse de Poitiers en trois, le diocèse de Poitiers proprement dit, et deux diocèses sur les marges occidentales, le diocèse de Luçon, installé dans l'ancienne abbaye fondée par les moines de Saint-Philbert de Grandlieu. Cette cathédrale qui va avoir la fortune d'être rebâtie, réagrandie, pourvue d'un cloître, c'est une superposition d'époques sur lesquelles je n'entre pas dans le détail, qui aura ensuite la fortune de rester la cathédrale du diocèse de Luçon. Et puis l'autre diocèse qui est celui de Maillezais, mais qui lui restera éphémère, puisqu'il sera la cathédrale, l'ancienne abbaye devenue cathédrale, sera laissée à l'abandon après le transfert du diocèse à La Rochelle en 1648. Est-ce que s'il y avait par hasard une cathédrale de trop ? À l'époque suivante, à la guerre au XVe siècle, c'est surtout la fin de la guerre de Cent Ans qui, en Bas-Poitou, nous apporte le renouveau gothique flamboyant, avec le soutien de deux grands personnages. D'une part, le roi, qui
visiblement subventionne un certain nombre de chantiers, comme ici à l'église de Cheffoy. Les armes royales sont représentées au-dessus du maître-autel. La couronne a probablement été bûchée au moment de la Révolution. Et un autre personnage très important, qui est tout simplement Jean d'Orléans, comte de Dunois, appelé par les uns bâtard d'Orléans, par les autres compagnon de Jeanne d'Arc, en fait vrai chef de guerre de cette aventure militaire, qui épouse en 1439 Marie d'Harcourt, qui lui apporte en dot la seigneurie de Parthenay. Et il semble bien que Jean d'Orléans, comte de Dunois, a pourvu un certain nombre de paroisses de ses munificences pour rebâtir ou agrandir ou voûter leur église. C'est le cas notamment de cette église de Saint-Sulpice-en-Parais, dont la voûte porte les armes donc, de Jean de Dunois, antérieure à 1465, puisqu'elle porte encore les signes de sa bâtardise. À la suite de cette époque, les dernières églises construites dans la fin du XVe siècle, on le voit, poursuivent la tradition de l'architecture angevine avec ses voûtes très bombées, dont les croisées d'ogives sont renforcées par un couple de liernes transversales et longitudinales. Au début de la Renaissance du XVIe siècle, finalement, le Bas-Poitou se signale peu par des interventions de grande qualité, sauf à Fontenay-le-Comte, avec l'église Notre-Dame, que Richard Lévesque, dont Richard Lévesque a attribué à Léonard de la Réau, l'architecte de Geoffroy d'Estissac à Coulonges-les-Royaux, la réalisation de la chapelle des Brissons. Mais par contre, ce qui est tout aussi intéressant, c'est que dans les petites églises de campagne, on trouve quelquefois d'extraordinaires surprises, avec notamment dans cette petite église de Puy-Béliard, qu'on appellerait aujourd'hui un bled, alors qu'au XVIe siècle, c'était une bourgade importante, qui a simplement été détrônée au XIXe siècle par la ville moderne de Chantonnay. Et c'est dans cette église, très très ruinée pendant les guerres de religion, qu'on trouve une superbe réalisation avec cette armoire eucharistique, dont la réalisation n'est sûrement pas due au gars du coin, mais probablement par quelqu'un qui a fréquenté les meilleurs chantiers de la Loire. Ensuite, le XVIe siècle, c'est évidemment, malheureusement, le siècle des guerres de religion entre 1562 et 1568, avec beaucoup de destruction. L'une de ces églises très détruites, qui me paraît être la plus emblématique, la plus révélatrice de cette époque, c'est l'église de Foussay, celle dont nous avons vu la belle façade romane, dont les voûtes sont détruites en 1568 et qui attendent 1854 pour être remplacées par ce méchant plancher qui a été définitivement consacré par la récente restauration menée par l'architecte en chef Pascal Prunet. Pour ma part, j'ai toujours trouvé un peu dommage ce respect un peu étroit de cette doxa de respect du dernier état historique, qui me semble être la marque d'une certaine frilosité intellectuelle de la part du service des monuments historiques, à moins que ça ne soit le masque d'une impéritie budgétaire chronique. Passons. Heureusement, après cette période troublée, vient le beau XVIIe siècle avec la réforme post-tridentine. Et là, avec une incroyable collection de très beaux aménagements de chœurs, d'autels et de rétables baroques. Je vous en donne simplement quelques exemples. Celui de Saint-Aubin-la-Plaine, ce que nous voyons sur cette photo, c'est du vrai marbre, hein, c'est pas du trompe-l'œil, c'est de la vraie matière brute, accompagné par deux autels latéraux qui ne dépareraient pas dans une belle église de rococo bavarois. Le saint que nous voyons sur la droite n'est pas Saint-Nicolas, contrairement à ce que son type iconographique pourrait le croire, avec cette corbeille et les deux petits-enfants. C'est bien Saint-Aubin, qui est un saint thaumaturge qui avait la réputation d'être un saint guérisseur spécialisé dans les maladies infantiles. Ou cet autre très beau rétable à l'église du Poiré-sur-Velluire, commandé par l'abbé Boileau, offert par le seigneur du Chastelier-Barlot, traité comme une sorte de front scené de théâtre antique, et en plus agrémenté par une nativité que les spécialistes attribuent à un pinceau de l'entourage de Nicolas Poussin, pas moins. C'est aussi des
tabernacle. Mathieu Lours nous a expliqué très très précisément hier la longue aventure de ce réceptacle des saintes espèces. Il y en a quelques-uns de très très beaux, notamment celui de Saint-Jean-de-Beugné sur votre droite. Magnifique tabernacle en bois sculpté, polychrome et doré, très très belle réalisation rococo, et surtout à l'église des Épaisses, cette très belle scénographie de ce couple d'anges sur une nuée juchée au-dessus du tabernacle qui supportait du bout de leurs doigts la statue de la Vierge montant vers le ciel. Bon, cette statuette devait mesurer entre 60 et 80 cm de haut. Elle a disparu. Qu'est-elle devenue? Ça ne disparaît pas comme ça, des choses comme ça. Je propose qu'on fasse un peu une fouille dans les placards. Après, au XVIIIe siècle vient la Révolution, avec, là encore, Laurent nous en a fait le tableau, les destructions, les déprédations, notamment sur l'ancienne abbaye et cathédrale de Maillezais, qui subit le même sort que Cluny, carrière de pierre. Je vous en montre ici la belle photo de Jules Robuchon, qui nous montre Maillezais dans un état que les gens de ma génération ont pu encore connaître du temps de Madame Trichereau, avant la Disneylandisation. Après la Révolution, vient le Concordat de 1801 et les reconstructions. Et le département de la Vendée, le diocèse de Luçon, se flatte d'avoir, là encore, une petite collection de perles d'églises néogothiques construites par l'architecte départemental Jean-Firmin Lévesque, d'origine italienne. Son père, qui s'appelait Vescovo, était un stuccateur qui a laissé quelques ouvrages dans également des demeures de la région. Ici, cette église de l'île d'Elle, qui ne suit pas exactement le modèle qui avait été proposé par la monumentale publication du Conseil des bâtiments civils sous la direction de Charles Gourlier, édifice, enfin le titre est à rallonge, construit, modèle de répertoire d'édifices construits dans le début du XIXe siècle, et pour les églises, le modèle était plutôt celui de l'église Saint-Vincent de Mâcon. L'évêque, lui, remonte plutôt aux modèles qui sont celles tout simplement de l'Antiquité. Mais c'est aussi le néo-gothique. Le néo-gothique, avec un certain nombre d'églises moins nombreuses que dans les départements voisins comme le Maine-et-Loire ou la Loire-Atlantique, mais avec quelques belles réalisations, et notamment ici avec l'église de Sainte-Cécile, construite par l'architecte nantais François Bougouin en 1899-1903, que je considère comme un absolu chef-d'œuvre. Aucune vraie église gothique ne ressemble à ça, mais il s'agit d'une sorte de grande rotonde avec des transepts peu profonds, mais un chevet extrêmement développé et qui a en plus l'avantage d'avoir conservé intégralement son programme de vitraux. Et puis, pour terminer ce siècle, cerise sur le gâteau, bien entendu, l'extraordinaire réalisation de l'église d'Esnay, construite par Alcide Bouteau. Oui, oui, c'est son prénom, il s'appelait comme ça ne s'invente pas. Et je trouve que c'est un prénom qui va tout à fait avec le style qu'il a pratiqué. Ce néo-gothique délirant, poussé jusqu'à la boursouflure, livré au culte en 1905, l'année de promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et au fond, il propose là un superbe pied-de-nez à l'adresse du parti laïcard du Petit Percombe. Ainsi se termine ce voyage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et au début du XXe, il y a une église mal connue, méconnue, mais un vrai chef-d'œuvre, là encore, l'église Saint-Pierre des Sables d'Olonne, qui inaugure dans l'Ouest le retour du néo-byzantin, construit par Léon Troballereau, le dernier d'une longue lignée d'architectes vendéens, interrompu par la Première Guerre mondiale, qui sera terminé ensuite par l'inévitable aux Sables d'Olonne, Maurice Durand, l'architecte qui savait tout faire, aussi bien une église néo-byzantine qu'un phare d'atterrissement comme le phare de l'Armandèche. À sa suite viendront à Nantes l'église Sainte-Thérèse, 1935-1959, le Sacré-Cœur de Cholet par Maurice Laurentin en 1937. Voilà terminé ce petit parcours. Alors, ces églises vendéennes
sont-elles, comme on l'a trop souvent dit, des églises hétéroclites ou diachroniques? Quand on les regarde un peu de près, on s'aperçoit que ce sont des églises qui, pour des tas de raisons, ont effectivement connu des agrandissements, des modifications, des reconstructions, comme ici l'église de la petite église de Saint-Cyr-des-Gats, où nous voyons un peu le parti qu'on pourrait tirer d'études archéologiques un peu poussées. Ce sont aussi des plans un peu compliqués, comme à l'église d'Olonne-sur-Mer, une église dont les racines sont romanes, la nef est romane au début du XIIIe siècle, le chœur est du XVe, le portail est une sorte de réplique en mode mineur du portail classique de Notre-Dame de Bonport plaqué sur la façade du XIe, mais ce sont aussi les surprises archéologiques avec cette couverture en dalles de pierre sur l'église de Mortagne-sur-Sèvre, sur le transept nord, qui nous donne une idée de ce qu'était la couverture de ces églises romanes avant qu'on les recouvre et qu'on les fossilise en quelque sorte avec une toiture en ardoise. Ce qui nous reste à faire désormais sur ces églises, ce sont des études archéologiques et surtout ne pas négliger, ne jamais omettre à l'occasion d'un nettoyage, d'un chantier, comme ici par exemple l'église de Breuil-Barret l'année dernière, un chantier de recouverture, de constituer une étude architecturale, une étude archéologique. On a retrouvé sur les voûtes de cette église du XVe siècle une très curieuse construction qui est en fait une casemate, qui semble être une chambre de tir probablement construite au-dessus de l'église au moment des guerres de religion. Il faudrait à chaque fois également constituer un dépôt archéologique des éléments retirés de portes murées ou de dispositions enterrées par les aménagements successifs. Mais c'est aussi, il faudrait étudier plus précisément les églises qui ont eu la chance jusqu'à maintenant d'échapper aux interventions quelquefois dommageables des restaurateurs et des architectes des périodes récentes. Ici, sur l'image de gauche, la façade sud de l'église de Saint-Étienne-de-Briouet, une église construite dans la première moitié ou le deuxième tiers du XIe siècle, qui semble n'avoir jamais été restaurée. Cette maçonnerie liée avec un mortier utilisant une poudre de tuileaux ressemble beaucoup effectivement au type de mortier qui était mis en œuvre dans les édifices du Bas-Empire. Et puis l'église de Tirey, actuellement l'objet d'un très beau chantier de restauration. Ce grand fenestrage sur le chevet présente un grand fenestrage qui a été muré au moment de la construction du rétable. Le remplage est apparemment complet, intact, qui nous dit que derrière ce bousillage opéré pour murer cette fenêtre avant la construction du rétable ne conserve pas encore des débris ou peut-être le grand vitrail encore complet. Seul un sondage permettrait d'y voir clair. De même que cette église de l'île d'Elle, tristounette, qu'on dirait avoir été repeinte avec les surplus de la peinture de la Marine nationale. Heureusement, et j'en termine, heureusement, dans mauvais état, de mauvaise qualité qui tombent par là, et sous cette badigeon, qu'est-ce qu'on trouve? Sur les colonnes de cette église, un déport en trompe-l'œil simulant le porphyre. Je vous laisse imaginer ce que pourrait être l'église de l'île d'Elle si on procédait à un décapage soigneux. C'est-à-dire il faudrait rendre à ces églises leur dignité, leur beauté, et au fond retrouver l'esprit de ce fidèle au tournant des XIIIe et XIVe siècles, dont la signature est un peu difficile à déchiffrer, mais qui offert à la Vierge Marie cette inscription dans la crypte de Vouvant. Pour ma part, j'ai toujours trouvé extrêmement touchant ce témoignage d'une piété toute simple. J'espère que la Vierge Marie aussi. Je vous remercie.